Mars 1936. Sous les yeux du monde, Hitler franchit une ligne rouge, il envoie ses troupes dans la Rhénanie, une zone pourtant démilitarisée depuis le traité de Versailles. Un acte de défi flagrant. Et pourtant, rien. Ni la France, ni la Grande-Bretagne ne bougent. Pourquoi Paris, pourtant encore la première puissance militaire d'Europe, reste-t-elle témoin impuissant de cette provocation? Pourquoi la République n'a-t-elle pas stoppé Hitler alors qu'il était encore possible de l'écraser sans difficulté? Cette question, à la fois troublante et capitale, mérite d'être explorée en profondeur. En ce début d'année 1936, l'Allemagne nazie est encore vulnérable. Hitler vient à peine de remilitariser son pays, en violation totale du traité de Versailles. Sa Wehrmacht est encore à ses balbutiements. Pourtant, avec un culot incroyable, il décide de franchir une étape supplémentaire, réoccuper militairement la Rhénanie. Il sait que cette région a été laissée volontairement sans troupes allemandes depuis 18 ans pour rassurer la France. S'il y envoie ses soldats, il enfreint les traités, mais il teste surtout la volonté des démocraties occidentales. Or Hitler a un plan. Il ordonne à ses troupes d'agir avec prudence, et si jamais les Français avancent un seul régiment vers la Rhénanie, il leur ordonne de battre en retraite immédiatement. C'est un immense bluff. Un coup de poker. Et il va réussir. Pourquoi? Parce que la France de 1936 est une puissance forte, en apparence. Mais en réalité, le pays est exsangue. L'hémorragie humaine de la Grande Guerre a laissé des cicatrices profondes dans toutes les familles. L'idée même d'un nouveau conflit effraie la population. Dans les journaux, sur les bancs de l'Assemblée nationale, dans les foyers, le pacifisme domine. Plus jamais ça est devenu un mot d'ordre collectif. Ajoutez à cela une instabilité politique chronique. Le gouvernement à Paris, dirigé par Albert Sarraut, est sur la sellette. Il n'a ni la légitimité populaire, ni le courage politique pour entraîner le pays dans une confrontation militaire. Une décision aussi lourde exigerait une unité nationale, qui n'existe tout simplement pas. Sur le papier, la France possédait en 1936 l'une des armées les plus puissantes d'Europe. Forte d'environ 600 000 hommes en temps de paix, avec la possibilité de mobiliser plusieurs millions en cas de guerre, elle écrasait numériquement la Wehrmacht encore embryonnaire. L'armée allemande, elle, était encore limitée à une centaine de milliers d'hommes en théorie, même si Hitler avait déjà commencé un réarmement secret. Mais le temps jouait clairement en faveur de l'Allemagne. Alors pourquoi ne pas agir? Parce que l'armée française, bien que puissante, était psychologiquement figée. Elle misait sur une stratégie défensive, la fameuse ligne Maginot, censée rendre la France imprenable. Mais surtout, les hauts commandements manquaient cruellement d'initiative. Le général Gamelin, chef d'état-major, restait indécis, bureaucratique, et hostile à toute offensive sans alliance claire avec Londres. Il s'est toujours montré passif. Les manœuvres étaient lentes, les doctrines dépassées. Certains officiers se souvenaient avec horreur des offensives sanglantes de 1914 à 1918, et redoutaient une nouvelle boucherie. Une anecdote révélatrice, en mars 1936, lorsqu'Hitler envoie ses troupes dans la Rhénanie, le ministre de la guerre français, général Morin, demande au général Gamelin si l'armée peut intervenir. Gamelin répond qu'il ne le recommande pas, à moins d'être pleinement soutenu par la Grande-Bretagne. Résultat, l'armée reste dans ses casernes, malgré son avantage militaire évident. Cette inaction n'était donc pas due à une infériorité matérielle, mais à un effondrement moral, doctrinal et diplomatique. La France n'aurait jamais agi seule. Et c'est là que la Grande-Bretagne entre en jeu. Londres, bien qu'allié de Paris, adopte une politique d'équidistance. De nombreux hommes politiques britanniques estiment que le traité de Versailles a été trop dur pour l'Allemagne, et que Hitler, en réoccupant sa propre arrière-cour, ne fait qu'exercer ses droits. Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères britannique, dira même que Hitler agit dans son jardin. Londres pousse donc Paris à ne pas réagir. Pas de soutien, donc pas d'intervention. Ironie du sort, les généraux allemands, eux, tremblaient de peur. Ils savaient que leur armée était encore trop faible pour tenir face à la France. Le général Blomberg, ministre de la guerre du Reich, dira plus tard, si les Français étaient entrés en Rhénanie, nous aurions dû battre en retraite, la queue entre les jambes. Mais les Français ne sont pas entrés. Et Hitler,
voyant que le monde cède à sa menace, gagne une confiance immense. La Rhénanie deviendra un point de départ crucial de la machine de guerre allemande. Elle servira de base logistique pour les futures invasions de la Belgique, des Pays-Bas, puis de la France elle-même. Bref, en 1936, la France avait les moyens de stopper Hitler. Elle avait les hommes, les armes, et la légitimité internationale. Mais il lui a manqué la volonté. La peur de revivre les horreurs de 14-18, l'absence d'un leadership courageux, l'attentisme britannique et les divisions internes ont paralysé une nation qui aurait pu éviter la Seconde Guerre mondiale avant même qu'elle ne commence. Une décision non prise, un silence complice, et le monde a basculé. L'histoire est parfois faite de ces instants fugaces où tout aurait pu être différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette plongée historique vous a passionné, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager. À bientôt pour un nouveau voyage dans les méandres du passé.